merci et bienvenue à vous tous. Voilà, toutes ces badass, les héroïnes de la bande dessinée jeunesse. Moi, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais petite, je ne me posais pas tellement de questions en termes de quel héros me représente. C'est-à-dire que moi, je lisais Lucky Luke, Astérix, Tintin, Haddock, Boule, ouais, Bill aussi. J'étais tout cela. Voilà, j'étais tous ces personnages-là. Et c'était très bien, je m'identifiais totalement à eux. Et puis un jour, j'ai découvert Yoko Tsuno. Et là, Yoko Tsuno, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est quand même vachement cool d'avoir une héroïne, une femme qui est à la fois intelligente, c'était une tête à l'époque, ingénieur électronique, à l'époque c'était vraiment un truc de mec, elle est super forte en arts martiaux, elle est généreuse, elle est sympathique, elle est courageuse, voilà, je disais waouh quoi, c'était vraiment une femme qui déchire, une héroïne. Donc la place des femmes dans la BD en tant qu'héroïne, donc en tant que personnage, mais aussi en tant que scénariste et dessinatrice, on va en parler donc avec vous trois, Nina, Alix et Émilie. Et puis on va s'interroger donc avec vous sur le regard porté sur les femmes et la féminité dans la BD. Est-ce que ce regard a évolué? Et puis le 9e art, comme tous les autres, peut-il aider à combattre les clichés qui résistent encore sur les femmes dans la société? Bon, écoutez, on a 1h15 pour tout ça, donc on n'aura pas tout abordé, mais on aura quand même déjà plusieurs pistes. Alors, pour toutes les trois, moi j'ai parlé de Yoko Tsuno. C'était laquelle votre héroïne à vous? Qui veut commencer? Alix. Allez, la première qui me vient en tête, cette première héroïne qui, comme toi, m'a surprise par son réalisme, c'est Lou de Julien Nil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bande dessinée jeunesse, ado, voire même adulte. Et ce qui m'avait troublée à l'époque, quand je l'ai découverte, moi-même j'avais genre 13-14 ans, c'était de me dire comment un mec est rentré comme ça dans la tête d'une adolescente. C'est vraiment troublant parce qu'il raconte les affres de la puberté, de la préadolescence avec une justesse qui est absolument bouleversante, et ça m'avait vraiment touchée de me sentir autant comprise par une héroïne qui m'a aidée à me comprendre moi-même. Donc voilà, gros coup de foudre pour lui. Exactement pareil, c'est ce que j'allais répondre. J'ai été fort marquée par lui, c'est ce que j'empruntais tout le temps à la bibliothèque. Les femmes de la bibliothèque, elles achetaient tout le temps les nouveaux numéros qui sortaient, donc j'ai vraiment grandi en même temps qu'elles. Je crois qu'on est un peu de la même génération. Et donc j'ai essayé, c'est comme ça aussi que j'ai appris à faire de la bande dessinée. Donc je reproduisais les planches du tome 1, et je faisais la technique des carrés sur les cases. Et puis après je gommais, et l'encre elle s'enlevait de la BD. Des trucs, mais j'ai vraiment grandi avec ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à faire des personnages par rapport aux proportions, de la taille des enfants, une grosse tête et un petit corps. Et mettre des cheveux rigolos, etc. Et je faisais aussi beaucoup de journaux intimes en m'inspirant de Lou. Et donc, effectivement, j'ai aussi été très troublée quand j'ai compris que Julien, c'était un prénom de garçon, et que c'était un homme qui avait écrit cette bande dessinée à laquelle j'étais hyper attachée. Mais c'est toujours chouette de grandir avec des héroïnes. Et aussi, j'étais fort marquée plus en manga par... bon, c'était un peu plus tard, mais c'était pour... les adolescentes, par Switch Girl, mais je me souviens plus du nom de l'autrice de la mangaka. Donc c'était l'histoire d'une lycéenne qui était mal dans sa peau, qui était un peu, on va dire, entre gros guillemets, moche. C'était montré comme ça par la mangaka. Elle était moche chez elle, et quand elle arrivait à l'école, c'était une star du lycée. Alors elle se cachait, elle voulait pas qu'on voit qu'elle porte des bigoudis dans sa maison, qu'elle fait les courses, qu'elle achète les produits les moins chers, etc. Donc c'était tout un truc qui m'a aussi fort marqué quand j'étais jeune. Donc j'ai grandi en bibliothèque. Donc forcément c'était des héroïnes qui étaient mises en avant par les bibliothécaires. Alors moi je dirais plutôt, c'est pas des personnages, c'est des héroïnes, des femmes, des autrices. Quand j'étais ado, j'ai découvert le travail d'Annie Götzinger, qui est décédée il y a quelques années, et de Claire Bretéché. Alors je ne sais pas si je m'identifie à Grippine,
Quoique, elle aime bien zoner sur des canapés et se la coller douce, ça me plaît pas mal. Mais en tout cas, c'est vraiment ces deux autrices qui m'ont fait découvrir d'autres choses que Tintin, Astérix et compagnie, que je lisais aussi, hein, j'étais fan. Mais quand j'ai découvert ces deux noms, je me suis dit, il y a deux femmes qui existent dans la BD. Alors il y en avait d'autres, mais je ne les connaissais pas. Je me suis rattrapée depuis. Et je me suis dit, il y a deux femmes qui existent dans la BD, peut-être que je pourrais en faire partie aussi plus tard, en tant qu'adulte. Et donc, oui, Agrippine, c'est. Je pense que tout le monde connaît dans la salle les frustrés, Agrippine, le regard de Claire Bretéché sur la société. C'est vrai que Claire Bretéché, c'est un nom incontournable dans la BD. Hein, c'est elle qui a défriché le terrain. Elle était bien seule à l'époque. Hein, on parlait même du syndrome de la Schtroumpfette. Hein, pour elle, au niveau de la solitude, c'est vraiment plus depuis les années 2000, on va dire, hein, qu'il y a eu beaucoup plus de femmes. Mais on va quand même rappeler que et les autres qui font partie, les femmes qui font partie du monde de la BD, c'est simplement 15% en fait du total. Donc voilà, c'est à peu près ça à la louche. Donc on espère que vos œuvres, vos BD vont donner envie à d'autres petites filles, jeunes filles qui seront identifiées, et bien de s'y lancer, puisqu'on parle de BD, de féminité, de féminisme. Moi, je voudrais savoir si, pour vous, en fait, c'est quoi la définition d'un sujet féminin? Est-ce qu'il y en a déjà? C'est quoi un sujet féminin? Je laisse réfléchir un petit peu, non, mais voilà, est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de regard, hein, voilà, parce que c'est ça aussi, on dira, tiens, ça c'est un truc pour femmes, sujet de femmes, on a souvent dit, moi, quand je lisais par exemple dans des romans, je disais, tiens, je lis Jane Austen, Edith Wharton, ah oui, la littérature pour femmes, quoi, voilà, mais est-ce que justement, dans la BD, il vaut mieux parler de regard féminin que de sujet féminin? Voilà. Il y a un petit peu de filon que vous n'avez pas dit là, c'est ça? Super. Alors moi je fais partie du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme qui est né en 2015 je crois. Et on avait organisé une rencontre à Angoulême. Il y avait, je crois qu'on était allé dans les clichés à fond, donc on avait demandé aux gens de lever un carton bleu ou un carton rose et on avait projeté des planches de personnes qui faisaient de la bande dessinée et il fallait lever en bleu ou en rose pour dire si c'était un trait dit féminin ou masculin. Et en fait, à la fin, on a dit que c'était que des femmes qui avaient dessiné les bandes dessinées qui étaient présentées. Donc il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau. Et en fait, il y avait une espèce de cliché de dire que le trait est rond, il est gentil, il est mignon, je sais pas quoi, les couleurs sont douces, pastel. Mais en fait, il y a une diversité en bande dessinée qui est faite par les autrices qui est énorme. Déjà ça. Et puis un sujet féminin, je sais pas quoi dire, ça devrait même pas donner lieu à une question. Enfin, je peux pas remettre en question ta question. Ouais. Parce qu'effectivement, on en est encore là à séparer. Donc voilà, c'est justement pour avoir votre regard à vous sur le fait de dire arrêtez de vous mettre dans les cases. Ouais, c'est ça. Puis il y a une période, c'était dans les années 2000, je crois, où on disait, il y a eu un essor comme ça de BD girly, de Pénélope Bagieux, Margot Motin et tout ça, issus du blog. Et donc on les cataloguait en disant, c'est des nanas, elles parlent de leurs fringues, de leur shampoing et je sais pas quoi. Et enfin, il n'y avait pas que ça. Enfin voilà, c'était aussi des autrices qui émergent dans la bande dessinée, qui ont des choses à dire, et donc on disait c'est BD girly de manière hyper péjorative.
En fait, ce que tu viens de dire sur l'essor de la BD girly dans les années 2000, c'est super intéressant aussi de s'apercevoir qu'elles ont émergé sur les blogs et sur Internet et pas dans le milieu de l'édition traditionnelle. Ça dit aussi quelque chose, et en effet, sur le moment, ça a été vraiment balayé d'un revers de la main, alors qu'en fait, ça a eu un succès phénoménal, et 20 ans plus tard, on parle encore de leur influence, et toutes les deux, ces deux noms-là, Pénélope Bagieux et Margot Motin, sont incontournables aujourd'hui, mais elles ont émergé parce qu'elles ont pu le faire grâce à Internet, et en toute autonomie, entre guillemets, parce qu'à l'époque, Internet était ce lieu d'une sorte de visibilité qui pouvait émerger comme ça. Oui, c'était un petit peu, tiens, allez, on a de la place, on a de l'espace, on a un petit peu de liberté, parce que justement, elles n'auraient pas été plus peut-être dans le milieu peut-être plus classique, formaté, c'est ça aussi, la BD. Oui, et puis pour ajouter quelque chose de plus récent, même si c'est pas je veux bien, avec des amis autrices de bande dessinée, quand on a monté le collectif, donc on échange beaucoup sur des... À l'époque c'était des forums, et maintenant voilà, on s'envoie des mails et tout ça. Et il y a pas mal d'autrices qui ont été refoulées parce qu'elles voulaient parler de l'endométriose, de la maternité, donc là des sujets... Là pour le coup des sujets typiquement féminins, mais... Ça sont femmes. Oui, et les éditeurs leur ont dit oh, non, certainement pas, ça va intéresser qui personne. Il y a de l'humanité, voilà, c'est ça. Tout va bien. Il n'y a pas de lectorat pour ces sujets-là. Et puis, depuis, on a fait du chemin dans la société et dans l'édition. Et donc, il y a de la place aussi pour aborder ces sujets-là qui sont hyper importants. Oui, c'est vrai. Mais il y a des BD qui sont sortis effectivement là-dessus. Puis aussi, notamment sur la question de l'avortement, qui est aussi un droit acquis qu'on a vu. Bon, moi, je voudrais... Oui, Alexandre. C'est un peu la question de l'œuf ou la poule. Les éditeurs n'avaient pas envie de publier ça parce qu'ils disaient ça n'intéresse personne. Parce qu'en fait, le lectorat de la bande dessinée n'était en effet pas très féminin. Et donc c'est intéressant de voir que les deux évoluent en parallèle et qu'aujourd'hui, finalement, en peu de temps, on a fait quand même beaucoup de progrès d'un coup. Ouais, mais alors c'est vrai qu'en même temps, quand on voit les statistiques au niveau des gens qui lisent, ce sont plus les femmes que les hommes qui lisent. Il y a quand même, je parle de livres en règle générale, au niveau de la BD, il y a quand même beaucoup plus de lectrices aussi aujourd'hui. Vous, autrices, dessinatrices, scénaristes, il y a plus de femmes aussi dans ce milieu-là. Est-ce que ça fait évoluer un petit peu les choses quand même sur la manière dont on représente physiquement une héroïne dans une BD ou pas? Est-ce qu'il y a encore cet effet, allez, on va la faire à la Pin-Up, à la Brigitte Bardot? Je schématise exprès, mais voilà. Mais je pense que c'est aussi un peu comme y a-t-il des sujets féminins par définition, je pense qu'à partir du moment où les histoires sont racontées par des femmes, elles le font avec leur propre expérience de leur corps, et donc forcément avec beaucoup plus de subtilité, finalement de réalisme, et une manière de représenter le monde tel que nous, elles, le perçoivent. Donc oui, ça a beaucoup fait évoluer les représentations aussi. Même si on peut quand même constater, et ça va même au-delà de la bande dessinée, que parfois les femmes aussi apportent beaucoup d'eau au moulin du patriarcat, parce qu'on est toutes emprisonnées là-dedans. Et donc je pense que chacun doit absolument aussi parvenir à sortir de ça, et c'est pas forcément facile. Ouais. Nina? Par rapport à la présence des femmes dans le milieu de la bande dessinée, c'est vrai quand on se retrouve dans un festival à l'autre bout de la France et qu'on est super loin de Bruxelles. Ouais, on s'est toujours groupé, vous dites super, ça y est une copine. Mais vraiment, moi j'ai l'impression que c'est toujours une manière de... c'est un peu cliché de dire ça, mais souvent je me fais plus amie avec des personnes dites femmes, mais c'est toujours chouette d'avoir un point de repère et des sujets sur lesquels échanger, parce que dédicacer entre quatre gros bras, des fois c'est un peu ennuyant et un peu gênant. C'est chouette d'avoir des repères. Ouais. On va parler un petit peu plus de vos BD. Donc, vous voyez donc, les BD ici devant vous. Donc, Viviane Mayer, Clair Obscur, donc Émilie Plateau a dessiné, et que Magena Sauva a scénarisé, qui est là. Salut Magena. Vous avez donc Alix Garin, ne m'oublie pas, et donc Nina Six pour La Mousse. Alors justement, on va commencer par
par toi, Alix. En 2021, t'avais pas 25 ans, et bam, voilà, ne m'oublie pas, qui sort aux éditions du Lombard et qui a vraiment épaté tout le monde. Alors, il y a de quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore lu cette BD, c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de kidnapper sa grand-mère d'une maison de retraite pour lui éviter la camisole chimique. Parce que sa grand-mère a Alzheimer et elle commence à dérailler sévère et devient un danger pour elle-même et aussi pour les autres. Donc ça va être un road trip à la Thelma et Louise. Il y a autant d'amour que de révolte en fait dans cette BD. C'est venu d'où? C'est très très personnel. Une première BD, c'est forcément autobiographique ou personnel? Non, je pense pas qu'une première BD soit forcément dans ce genre de registre. Mais dans le cas de Ne m'oublie pas, c'est une fiction. Je veux dire, malheureusement, j'ai pas kidnappé ma grand-mère de la maison de retraite, à regret. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a été nourrie un peu de mes sentiments à l'époque, de la frustration que je ressentais par rapport à ma grand-mère qui était effectivement malade et qui effectivement était enfermée en maison de retraite. Et puis j'ai fantasmé ce que j'aurais aimé faire avec elle. Et c'est là qu'on voit aussi le pouvoir cathartique de la création artistique. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de rêver à ce qui aurait pu se passer et de nourrir le récit de cette sincérité-là pour, malgré les invraisemblances qui font partie intégrante du scénario, le rendre réaliste. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'y projettent et ils projettent leurs propres expériences avec des parents ou des gens qu'ils aiment qui sont malades. Ouais. Bah oui, parce que c'est effectivement l'histoire de la grand-mère, mais c'est aussi l'histoire de cette jeune fille et comment elle grandit, comment elle s'accepte elle aussi. Donc c'est à des générations différentes une façon de s'accepter. J'ai employé le terme, vraiment le film Thelma et Louise, parce qu'en termes de cinéma, c'est un film qui a vraiment marqué, hein. Il y a eu un avant et un après. Justement, ça aussi dans les influences, parce que vous êtes dessinatrice, autrice de BD, mais on ne peut pas vivre que d'amour de BD et d'eau fraîche, hein. Il y a aussi du cinéma, la lecture, les expos photos, les expos en musée, de tableaux. Qu'est-ce qui vous nourrit, justement? La lecture de Dany Erno m'a beaucoup marqué. Ça a été une énorme source d'influence. Idem pour Marguerite Duras, donc en littérature, deux autrices femmes qui ont beaucoup partagé leurs expériences de femmes. À partir du singulier pour aller à l'universel, et d'une façon vraiment remarquable et qui a été reconnue par toutes et tous. En cinéma, Thelma et Louise a été une influence énorme, et c'est marrant parce que c'est un film que j'ai découvert quand j'étais en train d'écrire le scénario de Ne m'oublie pas, et évidemment les points communs m'ont sauté aux yeux. Je me suis dit heureusement que je le vois maintenant pour justement pas que ça donne l'impression d'un copier-coller. Une femme aussi comme Sophie Calle m'inspire beaucoup, une artiste contemporaine qui a elle aussi une façon très intéressante de se mettre en scène dans sa pratique artistique et d'en faire un récit, de fictionnaliser un peu sa vie, voilà, entre autres. Ouais, très bien. Nina, on va passer à vous, hein. Voilà, vous avez 26 ans, vous êtes née en 98. C'est ça? 98, pardon. Le réflexe. Pardon, 98. Exact. On est à l'Alliance française. Ah oui, voilà. Voilà. Et elle a vu la 98, donc voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et on dirait que vous êtes déjà nostalgique, parce que la mousse, voilà, donc dans votre BD, vous nous plongez dans des souvenirs d'enfance. Là, c'est pour les pissenlits. La suite, c'est les souvenirs d'adolescence avec la mousse. Et là, ce sont des sujets qui nous ont toutes et tous touchés. On parle de puberté, on parle d'amitié, mais aussi de harcèlement et de catastrophes écologiques. Voilà, ça c'est une façon de partir de soi. Là aussi, la même question pour Alix. Les œuvres, ça part d'abord de soi. Oui, de mon point de vue, pour commencer la bande dessinée à publier, je trouvais que c'était plus simple de parler de moi puisque je connaissais les sentiments des personnages et je savais ce qu'ils avaient vécu. C'était plus simple pour écrire un récit, on va dire, pertinent. Et oui, les pissenlits, c'était vraiment un projet qui a émergé à l'école, et donc on devait choisir une thématique et je travaillais beaucoup sur l'enfance et les souvenirs d'enfance. Et donc j'avais écrit Les pissenlits qui racontent 4 jours de vacances en 2006. Et puis après, clairement en fait j'avais besoin de travail. Donc quand Les pissenlits sont sortis, je sortais de l'école et j'avais besoin de gagner de l'argent.
Donc j'ai proposé le tome 2 de Ouais. l'édition Sarbacane et tant mieux, ça a marché, ils ont accepté et c'était chouette. Et donc là, on est basé en 2010 et je voulais vraiment parler du début des réseaux sociaux, du harcèlement scolaire, enfin, où moi j'étais en tout cas à l'école, dans le centre de la France, à 1 heure de Paris. On parlait pas du tout de harcèlement scolaire à l'école, enfin, il y avait même des harcèlements sexuels devant tout le monde, mais personne n'en parlait. Oui, on mettait pas le mot, quoi. Oui, c'est ça, et j'ai l'impression que ça change beaucoup maintenant quand même, et en côtoyant des adolescents lors de rencontres scolaires ou même dans ma famille, je vois qu'il y a, de par les réseaux sociaux et l'information, oui, entre groupes dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de prévention, j'ai l'impression, de par, grâce aux jeunes eux-mêmes. Et aussi, l'AMU, ça avait apporté pas mal de discussions quand j'allais en rencontre scolaire. On avait des groupes de parole où les profs avaient permis ça aussi. C'est pas dans chaque école que c'est possible. Et donc, les enfants, ils s'ouvraient ouvertement sur les sujets de harcèlement et qui disaient « Moi aussi, ça m'est arrivé quand j'avais 8 ans. » Et donc, tout le monde rajoutait son grain de sel. C'est un peu comme ça aussi que j'écris les histoires, donc, par rapport à des phrases assez crues que les enfants prononcent. Et donc on avait une discussion, ils osaient poser des questions assez crues aussi à une adulte, et je trouvais ça assez fort parce que j'aurais pas osé faire ça moi, petite fille de 12 ans, oui. Et pour les influences, je suis en train de lire le nouveau livre d'Édouard Louis, je suis allée l'acheter directement aujourd'hui. Transfert de classe, effectivement, Édouard Louis. Ouais. Un petit peu comme Annie Arnaud. Hein, oui, c'est ça, oui, carrément. Mais ça m'a beaucoup, enfin je sais pas si ça m'a vraiment influencé puisque c'est plus un plaisir de lecture et je prétends pas faire ce qu'il a lui écrit, mais je suis beaucoup influencée par le roman plus que par les bandes dessinées, j'ai l'impression, et j'étais aussi beaucoup influencée par les dessins animés que je regardais à la télé. Ouais. Quel dessin animé, tiens, par exemple? La famille pirate, mais je suis sûre que si je regarde maintenant, je me dirais oh là là, qu'est-ce que c'est sexiste, et il y a plein de soucis. Mais c'est des choses que je regardais à la télé sans me poser trop de questions, et, en dessinant comme ça. Après, je devais aller faire mes devoirs, mais tout est dans la mousse. Tout est dans la mousse, voilà, la mousse qui est là. Alors, Émilie, on passe à vous, puisque donc vous dessinez Viviane Mayer, clair obscur. Et voilà, moi ce que je vois, en tout cas, la BD précédente, hein, c'était avec Tania de Montaigne, hein, c'était Noir. Entre-temps, il y en a eu d'autres. Mais je veux dire, les Poupées infernales qui est juste oui, les Poupées infernales. Mais Noir m'a marqué parce que c'était aussi un destin d'une femme noire. Si vous ne l'avez pas lu, Noir racontait le destin de Claudette Colvin aux États-Unis, qui a été Rosa Parks avant Rosa Parks. Mais on a plus connu Rosa Parks et pas Claudette Colvin. Donc vous racontiez ce destin. Donc en fait, Claudette Colvin, une héroïne du quotidien. Viviane Mayer, dont vous racontez la vie ici, une photographe, mais qui a pris un nombre de photos incalculable et qui a été reconnue, dont le talent a été reconnu après la mort. Là aussi, une héroïne méconnue du quotidien. C'est plus ça qui vous fait, qui vous inspire, hein, vous, Émilie, de raconter ces destins-là, de dessiner ces destins-là? Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien, la banalité des anecdotes. J'ai débuté par le fanzina et puis par l'autobiographie. Donc je notais tout ce que j'entendais autour de moi, dans les transports en commun, dans les repas de famille, aux Beaux-Arts, quand j'étais étudiante. Et puis j'en faisais des petits fanzines par thématique. Et après j'ai emménagé à Bruxelles et j'ai fait des petits fanzines sur ma vie en colocation, et donc je notais tout ce que disaient mes colocs, parce que c'était pour moi une manière de communiquer avec eux. J'étais hyper timide, et donc après j'imprimais ça, puis je laissais traîner dans le salon, et ils étaient trop contents de devenir des héros et des héroïnes du quotidien. Et en fait c'est à partir de Noir où je me suis rendu compte que j'étais un peu lente au niveau de la réflexion sur ce que je faisais, je fais toujours des bandes dessinées sur la place d'une femme, des femmes dans la société, soit pendant une période de ségrégation, soit, alors je passe de la ségrégation à, je sais pas, à l'arrivée dans l'âge adulte,
on essaye de trouver notre place, de trouver un travail et d'arriver dans une autre ville, par exemple. Pour le cas de Viviane Mayer, c'est une femme qui est une domestique, en fait, qui garde des enfants, qui n'a pas beaucoup de revenus et qui vit financièrement de son travail de gardienne d'enfants pour faire des photographies en parallèle. Et à chaque fois, c'est ça, c'est vraiment trouver sa place quand on est une femme. Ouais. Et alors, il y a quelque chose aussi qui est marquant, hein, si vous regardez bien le titre du livre, Viviane Mayer, clair-obscur, féminisé. Vous avez mis un E à chaque fois parce que c'est une expression en photo, hein, voilà, qu'on emploie en clair-obscur, mais vous l'avez féminisé avec Magena Sova. Pourquoi, toutes les deux, vous avez choisi ça? Alors moi j'ai regardé sur internet le terme clair-obscur et effectivement je ne l'ai jamais trouvé au féminin. Donc voilà, on a innové. Peut-être que ça va rentrer dans le petit Robert l'année prochaine, je sais pas. Et en fait c'est Magena qui a trouvé le titre. Et on a pas mal galéré pour trouver un sous-titre. C'est notre éditrice qui voulait absolument en avoir un. Et moi je trouve que c'est hyper bien de féminiser clair-obscur, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un terme au masculin qu'on utilise pour la photographie, pour la peinture aussi. Ça marque une espèce d'engagement féministe, de mettre un E en plus sur la couverture. Ouais. Et alors dans les influences, justement tout à l'heure on parlait en termes de cinéma, en termes de BD, vous nourrissez de quoi là, vous, Émilie? Alors moi, encore une fois, ma reine totale, c'est Claire Bretéché. Après, j'aime beaucoup me nourrir du travail de mes amies autrices de bande dessinée. Donc il y a Anne Simon, Delphine Panique, il y en a plein, Émilie Glisonne, Dominique Goblet. Vraiment, bon voilà. Mais justement, ça occasionne cette question. Vous vous connaissiez toutes les trois avant ce soir ou pas? Alors moi je connaissais Alix, on s'était déjà vu plusieurs fois, Nina jamais, mais je connaissais leur travail. Moi j'aime beaucoup, je sais pas, regarder en librairie ce qui se fait de nouveau, sur les réseaux sociaux aussi, je trouve que c'est hyper important. C'est quelque chose d'important aussi pour vous deux, Nina et Alix. Oui, je pense que même juste en tant qu'autrice, je trouve ça super de savoir un peu ce que nos copains-copines font, de rester attentif à qu'est-ce qui émerge. Donc oui, je connaissais aussi le travail de Nina, mais sans jamais l'avoir rencontrée. Donc voilà, c'est une première ce soir, et Émilie, que l'a dit, on se connaissait déjà. Voilà, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Émilie, c'est que quand vous étiez en colloque, les premières années à Bruxelles, à dessiner, vous étiez un peu timide et ça permettait d'aller de faire du lien avec les autres. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous construit. Enfin, je veux dire, est-ce que vous considérez Nina et Alix comme timides, et est-ce que justement dessiner, ça permet de dire des choses que vous n'arrivez pas à dire ou à faire dans la vraie vie? Oui, je pense que c'est clair. Sans pouvoir me déclarer timide, ce qui est sûr, c'est que ça permet d'exprimer des choses qui sont peut-être très très enfouies ou difficiles à exprimer par ailleurs, parce qu'il faut développer beaucoup de choses autour, et ça, la bande dessinée, en particulier le roman graphique, on en fait toutes les trois en plus, se prête particulièrement à ça, et c'est très satisfaisant. Mais aussi en tant qu'enfant, quand on dessine bien, ça devient carrément une personnalité, quoi. Et donc d'être la fille de la classe qui dessine bien, c'était partie intégrante de mon identité, et aussi c'est une façon de trouver une reconnaissance là-dedans qui alimente le fait d'ensuite vouloir continuer à le faire et envisager d'en faire son métier, etc. etc. Nina, ça permet en tout cas de mettre un petit peu le harcèlement à distance, de dessiner? Oui. Bon, après, quand la BD sort, on a un peu l'angoisse de se dire qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille et mes amis. Ah, mais je savais pas que t'avais vécu ça, c'est de la fiction, c'est pas grave. Mais oui, quand on fait de l'autofiction, il y a toujours ce truc, si on veut éviter les conversations, de dire j'ai romancé, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est surtout pour des enjeux personnels que je le fais, j'ai l'impression. Il y a des sujets qui sont difficiles à parler jusqu'à ce que le livre sorte et qu'il soit au public. Surtout avec les pissenlits, j'avais l'impression
j'avais du mal à parler de la mort de mon oncle. Et en fait, quand le livre est sorti, après, je pouvais en parler en conférence. Oui, Donc, parce qu'il y avait une c'est vraiment, distance un petit peu. Quoi. oui, c'est ça, ça crée vraiment une distance. C'est une histoire qui peut être partagée et nécessaire, peut-être. Et oui. Ouais. Je voulais dire autre chose. Oui. Non, j'ai oublié. Ouais, bon, bah, ça reviendra. Ouais. Mais alors, justement, moi, je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Vous disiez, ouais, quand j'étais petite, je regardais un dessin animé, La famille pirate. Bon, peut-être que là, maintenant, je le regarderai avec d'autres yeux et tout ça. Ça me fait penser à ça, à Titiou Lecoq. Hein, vous connaissez peut-être Titiou Lecoq, donc journaliste et qui a écrit notamment les femmes, les grandes oubliées, les femmes effacées de l'histoire. Titiou Lecoq, hein, qui m'avait dit en interview, mais en fait, à partir du moment où on met les lunettes du féminisme, on ne peut plus voir le monde différemment. Elle m'avait expliqué qu'elle, c'était très jeune, qu'à un moment, elle avait compris et que c'était fini. Elle allait lutter, elle allait tout le temps lutter pour ça. Bon, alors on porte des lunettes toutes les trois, je ne sais pas si ça fait un lien, mais est-ce que vous vous souvenez, vous, d'un moment où vous vous êtes dit, il y a quand même un truc qui ne va pas, là, franchement. Émilie Ouais, bah du coup, ouais, on va rester là jusqu'à demain matin. Moi, je sais pas le moment où j'ai eu le déclic. C'est, je pense, très jeune. Oui, c'est une accumulation de plein de choses. Et puis, après, il y a en prendre conscience et en se dire qu'on est légitime et qu'on a les épaules assez solides pour en parler, pour le revendiquer, pour être dans un engagement, dans une lutte. Et en fait, pour reparler de l'épopée infernale, c'est une bande dessinée que j'ai sortie. Donc c'est un livre dont vous êtes l'héroïne et on est propulsé dans la peau d'une autrice héroïne de bande dessinée. Et il y a plein de scénarios possibles. Et moi, je voulais vraiment parler du sexisme dans la bande dessinée, en priorité dans cette bande dessinée, mais je voulais pas que ce soit, je voulais que ce soit quelque chose de ludique, de drôle, de décalé. Et à chaque fois, donc c'est à 99% des choses que j'ai pas du tout inventées. Et il y a plein de moments donc, que j'ai vécu moi-même, où j'ai demandé à d'autres amies autrices de me raconter, ou pareil, j'ai recensé aussi des articles de presse sur les autrices de bande dessinée, par exemple, quand Catherine Meurice est à chaque fois dans les 3 finalistes du Grand Prix à Angoulême, dans les articles de presse, on parle de son physique, alors que des gars, on parle de leur dessin. Et ça, c'est vrai, hein, encore une fois, j'invente rien. Et à chaque fois, donc, je me disais, oh, j'en fais trop dans cette bande dessinée. Et puis, 2 jours après, il se passait un nouveau truc dans le monde, au niveau, je sais pas, de MeToo, de choses qu'on entendait, ou dans la rue. Bruxelles, c'est quand même très, je sais pas si de dire très connu pour le harcèlement de rue, mais c'est une ville où on le vit beaucoup. Et il y a en fait tout. Beaucoup à Paris aussi. Ouais. Et donc voilà, j'ai voulu en parler dans cette bande dessinée-là. Donc je parle du sexisme dans la BD, des questions qu'on pose pas aux hommes, du fait que quand je suis derrière un stand d'un festival de BD, c'est toujours à moi qu'on va demander où sont les toilettes, ou... Ouais, c'est ça, ouais. Ou d'encaisser, ou si c'est moi l'attaché de presse, de l'auteur qui est juste à côté de moi... plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment... je me suis sentie légitime d'écrire et de publier cette bande dessinée-là au bout de... Je sais plus, ça fait depuis 2012 que j'ai sorti ma première BD. Alors j'en ai fait avant, mais d'avoir un nom sur une couverture dans une maison d'édition, d'avoir un peu... Voilà, j'ai fait ma première BD. Et je pense que j'aurais pas osé... peut-être quelques années auparavant, au niveau, encore une fois, de la légitimité, de la maturité, je sais pas. Et je vais peut-être te laisser la parole.
C'était quoi la question? Oui, la question de départ, c'était à quel moment ah oui, oui. Du féminisme, mais on reviendra après au sexisme. Ouais. On va dire que c'est important. Je me souviens, ça n'a pas été lié à un événement particulier qui a fait tomber sur moi la grâce. C'est aussi, comme Émilie, une accumulation. À l'adolescence, c'était déjà un sujet dont on parlait. J'avais des copines autour de moi qui étaient beaucoup plus informées sur ce sujet, qui ont commencé à m'ouvrir les yeux, et puis petit à petit, voilà, se nourrir, à l'école d'art aussi beaucoup. Et dans mon cas, c'est le podcast Les couilles sur la table qui m'a vraiment fait plonger dans des thématiques très pointues, à découvrir, entendre, parler beaucoup d'autrices ou d'auteurs qui ont investi ce sujet-là profondément sur le plan sociologique et d'études et d'essais et tout. J'étais en train de réfléchir, mais je me dis depuis la maternelle, c'est un peu comme ça déjà. Dans ma famille, on va dire, il y a beaucoup de sexisme, mais c'est ordinaire, on va dire. C'est quotidien, mais c'est comme ça dans beaucoup de familles qui n'ont pas forcément accès à des, je sais pas, des études sociologiques ou des moments juste pour réfléchir à ces questions-là. Et donc en fait, j'ai l'impression de l'avoir toujours ressenti. C'est pour ça que, dans l'épisode, ça va, si ils en parlent un peu des garçons qui sont un peu violents et qui sont un peu cons, comme on dit. C'est pas la bonne insulte pour des garçons. Mais... Dans la bouche aussi, il y a un petit épisode quand même aussi. Oui, mais sinon, après j'ai fait une école d'art assez tôt, puisque j'ai fait le secondaire à Saint-Luc-Tournai, donc à 16 ans, et là les sujets déjà ça commençait on évoquait ça en classe ou en groupe d'amis, mais j'ai l'impression que c'est monté tout doucement depuis la maternelle en fait, jusqu'à maintenant. Et alors en termes de sexisme, Émilie racontait pas mal d'expériences. Vous avez vous aussi une petite accumulation. J'aime bien le sourire d'Alix là-dessus. Alors, non, mais partageons quand même. Bon, d'un côté, je crois être pas la plus à plaindre parce que j'en ai pas suivi beaucoup, mais c'est vrai que voilà, alors d'être qualifiée de BD girly, d'avoir un dessin girly, c'est arrivé très très tôt quand j'ai commencé à me présenter à des éditeurs ou à des journaux notamment pour proposer des projets. Et à l'époque, j'aimais beaucoup. J'ai toujours aimé la BD d'humour et j'aurais voulu présenter des projets à fluide glacial. Et là, mais on m'a gentiment ri au nez, quoi. Ouais. C'était pas un terrain pour les gonzesses, quoi. Ouais. Et mon trait était trop girly, alors que je pense, si on avait fait passer le test que Émilie a mis en place à Angoulême, je pense pas que ça aurait pu être aussi détectable que ça. Bon, voilà, par moments, on sent qu'il y a encore fort une misogynie latente. Et en fait, récemment, à la Foire du Livre, sur le ton de la confidence, un peu mort, on se marrait avec un verre de champagne à la main. On m'a quand même avoué qu'un des prix que Ne m'oublie pas a reçu, c'est parce que les membres du jury ont cru que j'étais un homme la première fois qu'ils l'ont lu, parce que mon prénom prête à confusion. Oui, et genre, on était tous là et on se tapait sur les mains, je disais oh, quelle chance. Et en fait, voilà, ça dit encore quelque chose. Encore aujourd'hui, il reste des poches comme ça, je pense très très masculines, où voilà, on voit la nouvelle génération d'autrices femmes un peu d'un œil encore avec de la méfiance. Encore un peu circonspect, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On se demande, tiens, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles amènent. Ouais, Nina, au niveau du. Voilà. Parce que, quand même, des festivals aussi, maintenant, un petit peu. Donc, moi, j'ai plein d'anecdotes, mais voilà. Je les ai dit en secret parce que. On va pas balancer les noms. Non, mais sans dire les noms, mais par exemple... Très souvent, on m'a pris pour une stagiaire et une accompagnatrice. Mais ça, c'est parce que j'ai l'air d'avoir 16 ans aussi. C'est un peu compliqué, du coup, quand on commence dans un milieu professionnel, de savoir dialoguer avec des gens qui sont dans le milieu depuis 40 ans et qui ont 3 fois notre âge. Donc, ça, c'est très difficile, mais là, ça commence à aller mieux au bout de 2 ans. Parce que j'ai l'impression qu'il y a oui, pardon, parce que j'ai l'impression qu'il y a un double, une double peine. C'est non seulement vous êtes des femmes, mais en plus vous êtes jeunes. Donc c'est ça. Il y a à la fois du sexisme et du féminisme. Aussi. Si on dit tout le temps que les traits sont enfantins, bon ça c'est le monde de l'enfance qui est hyper lié à la féminité entre guillemets. Bon, c'est un peu random, mais oui, c'est juste un trait qui est travaillé et qu'on enlève
enfin, qu'on a choisi de faire un trait comme ça, je veux dire, on pourrait dessiner autrement, c'est juste un choix artistique. Voilà, parce que Scoop, les femmes dans la BD peuvent dessiner avec un trait et travailler, et avoir envie de sculpter quelque chose. C'est toujours lié à juste comme ça, quoi, on est d'accord. À l'insouciance, c'est du coup lié aux émotions et au fait de produire quelque chose sans trop réfléchir. Comme si, remarque ironique, mais c'est vrai que c'est quand même assez dingue qu'on continue encore de vous faire ces réflexions, alors que on ne va pas forcément les faire aux hommes, quoi. Enfin, c'est pas une histoire et là, en disant ça, je pose absolument pas les femmes et les hommes, mais c'est la manière dont on vous traite. Voilà, Émilie, vous réagissez là tout à l'heure. Bah oui, on dit beaucoup que j'ai un dessin enfantin, naïf, mignon, mais ma mère elle dit aussi que mon dessin est mignon, donc ça j'accepte encore. Mais ouais, enfantin, bah, ça m'énerve parce que bon, j'aimerais bien dessiner aussi bien que ma nièce qui a 8 ans. Je me demandais aussi, puisque dans le monde de la BD, il y a effectivement beaucoup d'auteurs ou d'autrices, mais dans le monde de l'édition au poste de responsabilité, au niveau des éditeurs, il y a aussi des éditrices. Ça change une façon d'aborder les rapports ou les projets ou pas? Alors moi je travaille donc chez Dargaud, je travaille avec une femme qui s'appelle Pauline Mermet. Et j'aime beaucoup travailler avec elle, j'aime beaucoup la relation qu'on a parce qu'elle a vraiment un suivi sur le projet de A à Z, autant sur le scénario que sur le dessin. J'avais aussi travaillé avec elle sur la précédente donc Noir. Et pareil, ça avait été vraiment une super expérience. Puis des fois elle m'appelle juste pour savoir si ça va bien, si j'ai pris mon petit kiwi du matin pour pas tomber malade, mes petites vitamines. Et aussi pour savoir si je vais tenir le coup jusqu'à la fin de l'album, je pense. Mais non, il y a un très bon rapport avec elle. Et je pense qu'elle a pas mal bataillé pour prendre sa place dans le milieu de l'édition. Et après, sinon, j'ai des éditeurs, c'est des jumeaux. Qui s'appelle Misma, et eux c'est une super maison d'édition qui est très ouverte, très LGBT, il y a beaucoup d'autrices, et c'est vrai que j'adore être avec eux et être sur le stand de leur maison d'édition parce que il y a plein d'autrices et c'est vrai que ça fait quand même un vent frais, quoi, de la légèreté, du bonheur, c'est super, Misma. Donc voilà, mais j'aime beaucoup leur regard aussi sur mon travail et donc j'ai pas, j'ai d'autres expériences, mais dans des magazines où c'est aussi des femmes et à chaque fois, oui, ça se passe bien. Je sais pas si vous avez... Alix. Moi, c'est un éditeur, à la fois pour Ne m'oublie pas et pour le prochain album que je suis en train de terminer, qui est le même en fait, avec qui j'ai d'excellents rapports, qui est quelqu'un de jeune déjà, qui a la trentaine et qui est sensible à ces thématiques et très respectueux. Donc voilà, et au Lombard, l'équipe éditoriale est quand même, il y a beaucoup de femmes. Donc voilà, je sais que il y a des femmes éditrices qui sont peut-être un tout petit peu plus âgées, qui ont dû, comme tu le soulignais, je ne sais pas quel âge a Pauline Mermet, mais un peu batailler pour trouver leur place et qui n'ont pas pu forcément très tôt profiter justement de leur expérience de femme pour mettre en avant des projets entre guillemets féminins. Mais de ce côté-là, je pense que c'est en train de changer. Comme tout, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu à un tournant. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est aussi qu'aujourd'hui, dans les écoles d'art, dans les sections bande dessinée, il y a 50-50 filles et garçons, voire plus de filles. Encore il y a un mois, je suis allée donner 2 jours de workshop à Saint-Luc-Liège en section BD. Alors non seulement c'était 50-50 filles et garçons, à mon époque aussi, il y a 5 ans, mais surtout, les meilleurs élèves, c'est les filles. Comme pour les maths, en fait. Non mais sorry, mais alors parmi ce panel, et moi qui venais de l'extérieur, qui les découvrais, les élèves qui sortaient du lot, c'était des femmes. Qui avaient, je sais pas, une audace graphique, une maturité aussi qui les distinguait et qui m'a fait dire les premières parmi cette promo-là qui publieront, ce seront des femmes, quoi. Nina. Chez Sarbacane, je travaille avec Max de Radiguet, c'est Marie Lavave.
et aussi Emmanuel Bulk, qui gère la section album. Donc j'ai des très bons rapports avec eux. Ils sont... Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez franches donc, sur plein de sujets, sur les scénarios, sur les dessins. Et moi, j'apprécie aussi qu'ils prennent le temps de vraiment tout lire. Et Marie, oui, elle me fait des énormes retours de scénarios qui doivent lui prendre vraiment beaucoup de temps. Donc je suis très reconnaissante pour ça. Et on a un peu les mêmes... Enfin là, je travaille sur une nouvelle bande dessinée qui raconte la vie d'une autrice du début du XXe siècle. Et elle est vraiment dans les mêmes thématiques, on va dire. Elle s'intéresse aux mêmes choses que moi, j'ai l'impression. Donc forcément, ça match bien. Ouais. Donc vous parliez de Max de Radigues, effectivement, qui est prof aussi en école. Enfin, il y en a plein d'autres. C'est vrai que ça donne de l'énergie, de l'espoir, effectivement, ce que vous disiez, Alix, sur la présence des filles à l'école. Mais alors justement, vous disiez effectivement, et c'est vrai, qu'on est comme à une sorte de tournant. Est-ce que ça aussi, ça vient de l'effet MeToo il y a 7 ans? Est-ce que ça a été une vague à tous les niveaux et qu'on continue encore de vivre, alors des fois avec des... Comment dire, il y a des frictions et tout ça, mais il y a quand même une prise de conscience qui est là, qui existe. Alors, a priori, je ne vois pas un lien de corrélation évident entre MeToo, qui était plutôt sur le plan des agressions sexuelles et du sexisme quotidien, et l'augmentation des vocations à être autrice de BD, si c'était bien ça la question. Non, c'était pour montrer effectivement l'évolution de la société, le fait de pouvoir prendre sa place et qui va prendre forme dans différents domaines. Oui, alors oui, probablement, c'est vrai. Même le fait d'être là ce soir et de programmer une rencontre autour du féminisme, c'est des mots aujourd'hui qu'on ose prononcer, qu'on ose programmer, qu'on ose mettre en avant, qui sont... Enfin, c'est des thématiques qui sont plus à justifier. Donc déjà, ça, c'est bien. Ouais. Émilie? Oui. Non, moi je vois pas trop de lien entre MeToo d'il y a 7 ans et le monde de la BD on va dire en général. Il y a, comme dans tous les milieux, il y a des violeurs, il y a des agresseurs, il y a des harceleurs. Alors il y en a qui ont eu des plaintes qui n'ont pas donné suite. Il y en a un autre qui a fait un peu de prison. Mais il y a encore beaucoup d'évolution. Oui. Ça pourrait être un peu plus engagé, je pense, dans la bande dessinée. Ça manque un peu de... C'est encore un peu frileux. Ouais. Mais bon, quand on voit ce qui se passe dans le cinéma, toutes les nanas qui dénoncent des réalisateurs qui ont été mis sur des piédestals pendant des années, et puis qu'il n'y a pas un seul acteur qui ouvre sa bouche pour les soutenir, je sais pas. Je sais pas, c'est une bouteille à la mer que j'ai, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la bande dessinée, il y a, je sais pas, il y a encore des réflexions qu'on se prend de la part d'éditeurs, d'auteurs. Il y a encore plein de problèmes, évidemment. Ouais, mais ça commence à aller mieux. Enfin, je veux dire, au moins, ils enregistrent quand même qu'il y a un truc qui va pas, ils se remettent en question ou pas? Non. D'un côté, oui, ils enregistrent que quelque chose se passe et on le voit, voilà, aujourd'hui, des choses ont émergé, tout ce dont on a parlé précédemment, mais il y a quand même encore une résistance qui n'est pas juste une lenteur à s'approprier ces sujets, mais parfois aussi vraiment une volonté de défendre le droit à continuer à publier, par exemple, voilà, des gens qui sont désignés comme problématiques, ou de continuer à publier des livres qui flirtent quand même avec ce qui est moral ou non. On va pas mettre les pieds dans le plat et citer le nom, mais encore récemment à Bruxelles, une grande galerie programme un auteur qui est très plébiscité par la critique, mais dont les livres sont quand même questionnables sur les thématiques qu'ils abordent. Et donc voilà, on voit qu'il y a encore une partie du système pour défendre le droit d'exister de ces livres. Et là, je parle même pas des auteurs, mais des livres, quoi. Et que
qu'il y a à peine quelques années, ça doit être quoi, 2020, des éditeurs se soient dit c'est une super bonne idée, on va publier un livre qui met en scène un enfant qui a des rapports sexuels avec des adultes, je trouve ça bizarre. Et pour moi, ça, c'est ça qu'il faut continuer à questionner. Et en fait, le débat que ça suscite en ce moment, c'est bien parce que je pense que ça fait comprendre aux maisons d'édition que c'est un vrai enjeu, que ça touche les gens, que ça dérange, et que peut-être petit à petit, il va falloir arrêter de croire que ça va passer comme une lettre à la poste, des livres comme ça, et qu'on va tous trop le prendre au second degré. Parce qu'en fait, ça participe encore et toujours à ce qu'on appelle la culture du viol, et on en a marre, en fait. Ouais, non, effectivement. Ça prouve bien aussi que c'est pour eux dans les deux, c'est-à-dire qu'à la fois la société fait en sorte que le regard de la femme pendant longtemps dans la BD a été très stéréotypé, mais ça veut dire aussi que dans l'autre sens, des BD et des œuvres peuvent petit à petit amener les mentalités à évoluer, peuvent faire réfléchir. C'est ça aussi que ça dit. Finalement, Alix, donc c'est plutôt bien. Ah oui, non, mais c'est très très bien. Je pense que cette porosité, elle est évidente. L'art, la production artistique a une influence considérable sur une culture. Qu'est-ce qu'une culture va produire et qu'est-ce que la culture comment est-ce qu'elle va influencer une société. Donc c'est super. Et c'est assez intéressant de voir que d'ailleurs c'est souvent dans les milieux artistiques qu'émergent le plus ou en premier les progrès, quoi, parce que c'est là aussi oui, les artistes on peut avoir la chance d'avoir le temps aussi de réfléchir à tout ça, de s'imprégner, d'être sensible à l'état du monde, à ce qui nous révolte, à ce qui nous dérange. Et c'est aussi pour ça que c'est important de défendre le statut d'artiste, le fait qu'on puisse vivre de ça, en faire un métier, que ce ne soit pas toujours juste relégué à une activité un peu annexe ou parallèle ou secondaire ou quoi que ce soit. Ouais. Et puisqu'on parlait aussi des sujets en BD, en fait, enfin, et dans l'art, en fait, on peut tout explorer dans l'art, mais c'est dans la manière de le faire. C'est ça, en fait, où il faut faire le distinguo, et où depuis quelque temps, tout se mélange, et on dit, mais faut-il distinguer l'homme de l'artiste, enfin, vous voyez, donc c'est un petit peu, c'est ça aussi qu'il faut faire passer, mais ça, pour le moment, c'est encore du mal à être entendu. Oui, en effet, et en fait, tout ça, c'est beaucoup dans la subtilité, quoi, de l'art et la manière. Un peu plutôt une de tes premières questions, c'était existe-t-il des sujets féminins? Non, mais par contre, il existe des femmes qui parlent de leurs expériences de femmes avec la valeur de l'expérience, quoi, et pas juste d'alimenter des clichés et d'arpenter des sentiers battus. Donc on peut parler de tout, mais alors à condition de bien l'amener, de le mettre en perspective, d'éventuellement le critiquer, le questionner. Enfin, voilà. Il y a une autrice qui s'appelle Iris Bray, qui a fait toute une recherche. Le Melgaz. Oui, ouais, pardon, j'ai fait bouger bien fait. On remet en place ou pas? Non. Je trouve plus. Non, et qui parle justement du regard, donc du male gaze, le regard des réalisateurs sur les acteurs et les actrices, comment les actrices sont mises en scène, comment elles sont filmées. Et depuis que cette théorie, cette thèse est sortie, moi j'ai vraiment un regard complètement différent sur le cinéma, où il y a plein d'actrices, elles sont filmées, d'abord on voit par exemple les pieds, puis ça remonte doucement, petite pause sur les fesses, puis hop on remonte, et c'est pas du tout la même manière de filmer les hommes. Et ça, je le regarde aussi maintenant dans la bande dessinée et dans les autres œuvres visuelles. Et en bande dessinée aussi, il y a un male gaze. On ne dessine pas les corps de la même manière. Non, une femme nue et un homme nu, ça ne sera pas mis en scène de la même manière. Voilà, et puis je sais pas, dans des bandes dessinées on va dire plus peut-être commerciales, classiques. Quand on regarde une bande dessinée comme 13, où il y a toujours des femmes à gros seins qui sont mises en premier plan, ou des scènes de sexe qui montrent vachement les femmes. Et tout ça aussi, ça a questionné dans la bande dessinée, ce serait bien. C'est super intéressant que tu cites Iris Bray, et ça me fait penser qu'on ne peut pas clore ce débat sans quand même avoir cité Alison Bechdel,
qui est une autrice de bande dessinée américaine et qui a mis au point un test, le test de Bechdel, qui est assez célèbre, pour questionner la fiction, qui consiste en 3 questions très simples. Alors vous allez m'aider, mais c'est dans cette œuvre, y a-t-il au moins 2 personnages féminins qui sont nommés, qui ont un prénom? Est-ce qu'elles parlent ensemble et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que des hommes de l'œuvre? Parce que souvent, quand elles sont 2, elles parlent d'avec. Il y a aussi, attends, est-ce qu'il y a une actrice qui a un rôle plus important que juste aider le héros, l'acteur principal du film? Ouais. C'est les 3. Ouais. Si on se trompe pas. Ouais. Et ben ça, en bande dessinée. Si on va en dessous de la production, disons pas depuis 2015, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le passent pas. Et voilà, et c'est aussi important de le regarder dans les yeux, que c'est le symptôme de l'époque. C'est des BD qui sont à replacer dans leurs époques. Ça les excuse pas du tout, mais c'est aussi de se rendre compte à quel point c'est juste la pointe de l'iceberg. C'était fait par des hommes, pour être lu par des hommes. Les femmes, elles fermaient bien leur gueule, donc ça ne dérangeait personne. Personne ne questionnait ça, c'était très bien vu, c'était de bon ton. Un petit peu comme dans la société aussi, de toute façon dans les familles, voilà, c'était ça, c'était un marqueur de l'époque. Vous en discutez avec... pardon, Émilie. Non, c'est parce que je voulais... tu sais, quand t'as... Pardon, tu passes au-dessus. Ouais. Quand tu parlais de Tintin, Astérix et Obélix, c'est quand j'étais toute petite. Oui, non, mais bien sûr, mais je te dis, moi aussi j'ai lu, mais bon, dans Tintin... Il y a la Castafiore comme personnage féminin qui passe pour une grosse tarée hystérique qui hurle toute la journée. Les femmes dans Astérix et Obélix, bonne mine, la mégère, et la femme d'Astyanax, on se dit... ça et puis à chaque fin d'album d'Astérix et Obélix, il y a un grand buffet. Un grand banquet, un grand banquet, et tous les hommes sont autour de la table et ils mangent, et c'est les nanas qui servent. Voilà. Comme chez moi, Noël. Comme chez Alex à Noël. Voilà, comme chez peut-être beaucoup d'entre nous, ici aussi, bien sûr, ça reflète. Mais alors, me demandez, vous en parlez, vous avez des copains, je veux dire, des collègues, voilà, enfin, dans la BD, des auteurs, vous en parlez avec eux, comment, voilà, Alix, je fais ça. Non, ça me fait sourire parce que il y a 2 ans, au Festival d'Angoulême, il y avait eu un gros débat sur Bastien Vives qui était programmé parmi les expositions du festival, qui avait été annulé, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et je me souviens que dans le train pour aller au festival, j'étais avec des collègues auteurs du Lombard qui avaient du mal à comprendre toute l'encre que ça faisait couler. Alors sans non plus être genre là, t'as plus rien dire, mais juste qu'ils étaient là. Franchement, moi j'aime bien ce qu'il fait, c'est super beau, j'aurais bien voulu voir son expo. Et je me souviens d'avoir passé les 4 heures de train assis à côté d'eux à débattre et à expliquer un autre point de vue. Et ils étaient très contents qu'on les aide à comprendre. Alors après, ça aussi, ça fait débat. Est-ce que c'est toujours à nous de devoir passer notre temps à expliquer? Bon, moi, sur ce plan-là, je trouve que je suis toujours prête à défendre mes opinions. Que ce soit sur le féminisme ou sur quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'on est tous à un moment néophyte d'un sujet. Moi, je suis très contente d'avoir croisé la route de gens qui ont bien voulu m'expliquer, que ce soit la métaphysique ou le féminisme. Donc bon. C'est pas mal, les 2 images en même temps. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais. Nina, une réaction à ce sujet. Est-ce que t'en parles avec des auteurs que tu as pu croiser parce que... J'ai pas beaucoup d'amis dans le monde de la bande dessinée. Voilà. Parce que je viens de commencer. Mais oui, franchement, respect à Alex, parce que moi j'ai un peu du mal à faire de la pédagogie avec des gens qui... Je sais pas, des fois ça me prend beaucoup trop d'énergie en fait de devoir débattre avec juste des personnes qui ont déjà énormément de paroles tout le temps, enfin je sais pas. Mais peut-être que ça va se changer bientôt. Mais quand j'arriverai mieux à m'exprimer aussi en public, parce que des fois on a envie de donner son argument, mais c'est difficile de le formuler, et puis si on commence à affaiblir un peu, on perd la pédale et c'est compliqué, mais... Ouais, et puis c'est là où on va se faire traiter d'hystérique, et là ça suffit, quoi. Voilà. Mais sinon, au festival, non, on n'a jamais trop le temps de parler, puis je discute plus avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, on va dire, mais il y a aussi des garçons, bien sûr. Mais non, dans mes cercles d'amis,
Bon, quand ils commencent à parler de Bastien Libet, je leur dis juste qu'ils ne sont pas des femmes dans des festivals et après. Bon, ils continuent à parler entre eux, mais c'est tout. Ouais. Moi, je m'en vais. Être femme dans un festival, c'est compliqué. Ça dépend lesquels festivals, mais. Voilà. Oui, on peut être bien accompagné ou pas, mais oui, c'est vrai que quand on se dit en arrivant que est-ce que vous êtes bénévole ou stagiaire, bon, c'est vrai que alors qu'on a un badge autour du cou, bon, et qu'on est au repas où il n'y a que les autoristes. Ouais. Oui, c'est un peu compliqué pour commencer le festival, mais je pense que ça va s'améliorer et peut-être que si on continue, les futures générations d'autoristes, ça sera évolué. C'est ce que je dis aux petites filles qui veulent faire de la BD quand je vais en classe, parce qu'elles me demandent combien je suis payée, et je leur dis pas beaucoup, mais peut-être que toi, quand tu seras autrice, ce sera bien, parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Mais... Alors je sais que souvent on n'en parle pas, mais ça c'est quand même aussi la question que je me posais. On parle voilà, de féminisme. Le féminisme, c'est enfin atteindre l'égalité homme-femme, hein, c'est quand même ça. Est-ce que au niveau du salaire, c'est à l'image de la société, il y a toujours une différence entre hommes et femmes aussi dans la BD? Vous êtes moins bien payés, moins considérés aussi que vos homologues masculins ou pas? Alix, Émilie? Moi, je voulais juste répondre à ta question d'avant. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison. Exactement. Non, mais oui. Il y a un point qui est super positif dans les festivals de bande dessinée, c'est que les files d'attente aux toilettes pour les femmes, eh ben, il n'y en a pas. Et c'est les seuls endroits où il y a des files d'attente pour les hommes. Et ça, bah, c'est positif. Ouais. C'est vrai. Non, mais sinon, pour parler de féminisme avec mes congénères, moi j'en ai marre en fait, je suis fatiguée d'expliquer tout le temps les mêmes choses et puis tout le temps de se faire envoyer bouler des trucs dans la tronche. Ils ont qu'à lire des bouquins, nous on se forçait, non mais c'est vrai, on se forçait le boulot de lire les bouquins des féministes, de plein d'autrices, de réfléchir à fond, de discuter entre nous. Bah voilà, chacun son boulot, là, la coupe est pleine, hein, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, vous êtes autrice, dessinatrice, vous n'êtes pas prof, quoi, c'est ça, vous n'êtes pas institutrice. Bah non, on peut pas tout faire. Hein. La charge mentale, c'est bon. Ouais. Et donc, j'en ai parlé avec. Ça dépend des générations aussi. Il y a des copains qui ont plus de 51 ans, je veux dire. T'as quel âge, Chantal? 50 ans? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit 51 ans. On sent qu'il y a un truc où ils essayent de comprendre. Ils ont des filles et ils essayent, mais il y a des trucs qui passent pas, quoi. Mais c'est cool parce qu'ils se posent des questions et leur attitude a quand même changé. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la BD. Leur attitude a changé pendant les festivals envers moi et envers les autres autrices, les autres femmes en général. Depuis 15 ans que, il y a 15 ans, c'était pas du tout comme ça. Et donc on voit quand même qu'ils ont une réflexion et mais ils ont toujours 10 trains de retard, mais bon voilà, c'est comme ça. Maintenant aussi, ils sont aussi les produits de l'éducation depuis. Mais bien sûr, bah oui, non, voilà, mais évidemment, tirer la boulet rouge, ouais, bien sûr. Mais ça n'excuse en rien leur attitude, évidemment. Non. Expliquer n'est pas excuser. Oui. Merci. Ouais, hein, c'est pas mal, hein. Et puis après, les générations nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a plus d'auteurs qui réfléchissent sur ces questions-là, je sais pas, il y a un truc de bienveillance, d'écoute, de laisser parler l'autre, de laisser la place à l'autre, je trouve. Ouais. Puisque tu parlais de charge mentale, c'est typiquement effectivement en majorité les femmes hein, qui la reçoivent. Justement, ça serait pas ça un jour un petit peu une avancée, que ce soit un auteur ou un dessinateur qui s'empare de ce sujet et qui fasse un vrai truc aussi là-dessus, qui prenne ce sujet aussi en compte et qui a envie de creuser. Ça serait pas mal quand même. Qu'il le fasse déjà chez lui, quoi. C'est vrai, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a déjà une super BD qui a été faite dessus. Bien sûr, je sais bien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est de pas non plus laisser se creuser des sujets typiquement, on va dire, féminins ou masculins. C'est justement quand on peut s'emparer des deux et qu'on mélange que là, on est vraiment dans l'échange et dans l'avancée. Voilà, c'était ça un petit peu ma question.
même si c'est moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça, avec les hommes qui s'emparent de sujets comme ça, la charge mentale, parce qu'en fait, ils savent pas. Non, mais c'est vrai, encore une fois, voilà, il y a une BD d'Emma qui a été faite là-dessus, qui a été critiquée par plein d'auteurs de BD parce qu'ils disaient qu'elle dessinait mal, je sais pas quoi, alors qu'on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est le fond qui compte. Non, moi j'aime. Enfin, je sais pas, là, on est en non-mixité ce soir dans la rencontre. Je pense que. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais s'il y avait eu un homme, il aurait pris. Il aurait essayé de tirer la couverture à lui. Mais je ne veux pas, évidemment, faire trop de généralité. Mais j'ai par exemple parlé d'une rencontre avec Marjena, justement. On était au Pop Women Festival, qui est un festival féministe à Reims, qui existe depuis 2 ans et qui invite plein d'autrices. Et l'organisatrice, elle part du principe que dans les festivals, on va dire, je sais pas, de tous les jours, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Et là, elle inverse la balance et elle invite 80% de femmes et 20% d'hommes. Marjena se retrouve sur scène pour parler de Viviane Mayer. Elle est accompagnée d'une autre autrice pour parler de sa BD à elle et d'un auteur. Et ben, l'auteur, il connaissait mieux Viviane Mayer que Marjena qui a bossé 4 ans dessus. Ah, le mansplaining, ça y est, voilà. Alors, s'il veut faire une BD sur Viviane, bah, qu'il la fasse, mais qui laisse Marjena tranquille. Oui, voilà, c'est tout. Ouais. Je vais jeter mon micro et m'enfuir encore. Le mansplaining, c'est aussi quelque chose qu'on vous oppose souvent dans les sujets que vous traitez ou pas? Là, je rebondis à ce que racontait Émilie pour Marjena. Non, pour le moment, non. On n'a pas dit j'aurais dû faire ça mieux que toi, je sais mieux que toi le sujet. Pas spécialement sur la scène d'un festival BD, mais oui, dans la vie quotidienne, je pense que c'est quelque chose qu'on essuie souvent. Pour rebondir aussi sur ta question initiale de est-ce que ce serait cool qu'un auteur fasse une BD par exemple sur la charge mentale, ce qui me fait tiquer, c'est que ça revient un peu à dire il faut attendre qu'un homme fasse une BD sur le sujet pour lui donner de la valeur à ce sujet. C'est pas du tout. Je sais que c'est pas du tout ta question, mais c'est aussi un truc qui est à souligner, c'est que il ne faut pas attendre qu'un sujet soit développé par un homme pour se dire que ah tiens c'est un sujet universel en fait. On n'a pas attendu que les sujets soient développés par des femmes pour se dire qu'ils sont universels, donc on peut aussi se dire l'inverse. Par contre moi je serais intéressée qu'un homme raconte alors, contrairement à Emma qui a super bien parlé de la charge mentale, moi j'étais un mec qui comprenait rien à ça et je vais vous raconter comment petit à petit j'ai compris ce que c'était. Tu vois, on parle de l'angle, de la subtilité. Alors voilà, de se mettre dans cette position d'apprenant, de tiens, je vais vous raconter mon parcours où moi il y a 5 ans je foutais rien à la baraque parce qu'en fait ça m'arrangeait bien et puis en fait ma meuf est partie et avec ma nouvelle meuf je suis repartie à zéro. Alors là je serais là, ah tiens ça c'est une représentation du monde intéressante. Ça va dans la direction que j'ai envie de donner à notre société. Exactement, non mais bien. Donc, de faire les choses avec humilité voilà. Et avec sincérité et de donner aussi des exemples à d'autres hommes. Oui, ça serait pas mal. Je voulais rebondir sur ce que tu dis, et aussi par rapport à l'espace de travail quand on est autrice et qu'on travaille à la maison. Il y a aussi la charge mentale du quotidien qui s'imbrique dans le travail et de savoir gérer la partie travail, business. Et ok, j'ai mon linge qui m'attend, il faut que je fasse ma lessive pour que je puisse la faire sécher à telle heure, nanana. Et tout ça, je pense que c'est encore plus compliqué quand on a des enfants et qu'il y a beaucoup d'autrices aussi qui ont un peu des trous dans leur carrière, contrairement à des hommes qui ont des enfants. Et juste le fait de partir en festival loin dans d'autres pays ou dans d'autres résidences aussi, il y a beaucoup d'autrices qui témoignent là-dessus, je ne vais pas parler à leur place. Mais la charge mentale, c'est vrai qu'elle n'est pas la même, mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui... Enfin, juste si on n'a pas vécu les choses, c'est valable pour plein de sujets. Hein. Exactement. S'emparer des sujets qu'on connaît, et voilà, faire quelque chose d'universel. L'humilité, c'est quelque chose qui est assez important. Moi, je voudrais savoir si dans l'assistance, vous avez des questions pour les autrices qui sont là. Ne soyez pas timides. Voilà. Oui. Alors,
vais apporter mon micro, ce sera plus simple. Bonsoir. Moi, je me demandais, par rapport à l'autofiction, est-ce que c'est pas trop difficile de parler d'éléments intimes? Est-ce que, pour quelqu'un est-ce que vous n'êtes pas trop pudique vis-à-vis de ça? Et surtout en sachant qu'une fois que le livre sort, de ce que j'ai entendu, il est un peu dans la jungle. Et donc, je me demandais comment vous gériez ça, du coup, surtout pour Alix et Lina. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail éditorial aussi qui passe par les éditoristes. Je sais, par exemple, j'avais mis des mots un peu trop crus dans les pissenlits, notamment par rapport à des insultes que les enfants disaient. Donc c'était des petits garçons qui parlaient. Et l'éditrice, elle m'avait dit, mais ça, à l'écrit, ça passe pas bien parce que c'est beaucoup trop violent. Et donc il y a forcément aussi, on travaille en groupe quand on publie un livre. Donc il y a un peu un filtre comme ça éditorial qui passe. Et sinon, par rapport à comment on se sent quand on raconte des histoires sur soi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on sait faire le tri. Et puis, on travaille quand même presque 10 mois, enfin 1 an à 2 ans sur une bande dessinée qui parle de soi. Je pense qu'au bout d'un moment, on est habitué au sujet qu'on traite. Et aussi, ça met, comme je disais tantôt, ça met une distance quand même par rapport à plein de choses. Et quand il y a une scène dans la mousse où on voit clairement une culotte ensanglantée parce que c'est les premières règles. Et je trouvais que c'était assez chouette de le mettre en image pour une petite fille qui vient d'avoir ça, quoi. Parce que moi, je savais pas que c'était ça, parce qu'en fait, les premières règles, elles sont pas rouges, elles sont brunes. Enfin, dans mon cas, c'était ça. Et ça m'avait fort choqué à l'époque. Et donc... Oui, elles sont bleues. Elles sont bleues comme la... Elles sont pas bleues. Seulement. Je trouve peut-être. Faut lui demander. Oui, en fait, quand on fait de l'autofiction, ou là par exemple mon prochain album sera vraiment 100% autobiographique, revendiqué, et ça raconte ma vie sexuelle, c'est un truc, une sorte de tabou à briser, la pudeur, je pense. Et ça passe aussi par comment on s'approprie cette démarche et de bien identifier nos propres intentions. Tiens, au fond, pourquoi j'ai besoin de le raconter, et qu'est-ce qui, au-delà de juste me, myself and I, compte pour moi de parler aux lecteurs et aux lectrices. Et en fait, c'est pour moi comme une sorte d'armure qu'on met sur soi, où on se dit, ok, je suis prête à tout risquer, parce que je sais que moi, en tant que lectrice, j'aurais eu besoin de lire ça. Et parce que je n'y ai pas eu accès, que je n'ai pas pu le lire, je vais l'écrire. Et tant pis. Et tant pis. Vraiment, il y a un truc de tant pis. Après, les lectrices, comme vous ici, on ne se connaît pas. Donc, votre regard, votre jugement, qu'importe. Mais c'est vrai qu'on l'a vite fait évoquer, alors c'est pour les proches que c'est beaucoup plus difficile d'assumer cette démarche. Et moi, quand je suis allée faire lire le storyboard de cet album à mes parents cet été, ça a été un grand moment dans ma vie, un grand moment de solitude. Et j'ai introduit en disant, c'est un livre qu'on préférait que ce soit pas d'autres filles qui l'écrivent. Et je pense que c'est ce qu'ils pensent. Mais voilà, je crois que ça a de la valeur. Et aussi pour mettre cette pierre à l'édifice, de se dire en tant que femme, je vais parler de mon vécu de femme. Voilà. Mais alors là j'ai pas le mot, mais je trouve que ce que tu disais effectivement, Alix, il y a une différence entre le me, myself and I. Effectivement, on est quand même dans une époque où il y a beaucoup de réseaux sociaux, on est vraiment dans selfie, Instagram, Facebook, influenceurs, etc. Mais je trouve que ça se voit tout de suite en fait dans une BD quand on part de son sujet personnel pour raconter quelque chose qui va nous toucher. Enfin, c'est un don de soi, c'est une vraie œuvre de partage, et je trouve que ça se ressent. On ressent, il y a une différence entre le côté j'étale ma vie parce que je suis très narcissique, et non, je vous partage quelque chose qui a compté pour moi, qui est très fort, et peut-être qu'il y a une personne qui était moi et à qui ça va faire du bien de lire ça. Donc, on sort de ça, c'est un vrai don, quoi.
J'ai l'impression que la différence entre les deux, c'est de le faire sans concession. Ouais. C'est de raconter sans concession, sans vouloir se donner le bon rôle, Ça. sans vouloir à tout prix se justifier ou quoi, mais au contraire de raconter le meilleur comme le pire, Ouais. ce qu'on a fait d'erreur aussi, ce qui nous met pas en valeur, Mhm. et tout, parce que alors c'est ça qui va créer un personnage vrai. Oui. Et personnellement, à nouveau, voilà, c'est clairement Annie Ernaux qui a été une sorte de guide dans cette façon d'être extrêmement objective vis-à-vis d'elle-même, et d'être très très sincère et de le raconter. Ouais, qui écrit vraiment au scalpel, quoi, ouais, sans concession. Que ce soit sur la forme, au scalpel, ou sur le fond aussi, où elle raconte des choses dont on nous habitue à avoir honte aussi. Et c'est ça qui est super. C'est de briser la honte et de dire voilà, ça nous arrive à toutes, et je vais mettre des mots dessus en assumant que c'est à moi que c'est arrivé aussi. Parce que le problème parfois quand on fictionnalise, c'est qu'à nouveau on met cette distance de dire ça existe mais c'est pas moi, hein. Et ben en fait non, c'est moi. Et ça, quand on s'affiche comme ça, avec cette vulnérabilité, ça permet aux autres personnes en face de nous d'ouvrir aussi leurs paroles et de dire moi aussi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec MeToo. Et c'est ce qui va continuer à se passer sur plein d'autres sujets, parce que je pense qu'il y a plein d'autres sujets qui restent à être débunkés, quoi. Mais effectivement, Nina parlait de la culotte ensanglantée. Enfin, je sais pas. Encore, elle était plus soft que dans la vraie vie. Oui, mais enfin, je sais pas, c'est peut-être générationnel, mais enfin, moi, quand j'étais petite, avant d'atteindre la puberté, les pubs qui passaient à la télé, mais moi, je ne comprenais pas du tout le truc, là, les tentacs, les machins. Enfin, c'était tellement mal expliqué qu'on comprenait rien, quoi. Et effectivement, le truc bleu, on se disait, bon, d'accord, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est ça aussi. Mais je rebondis sur le terme de la pudeur, hein. C'est vrai qu'on a tous aussi une pudeur différente. On a tous des niveaux de pudeur. Mais finalement, ce qui est le plus impudique, c'est finalement, ça rejoint ce que tu dis, Alix, c'est de ne pas assumer sa propre pudeur et ses propres expériences. C'est plutôt là où se situe l'impudeur, non? C'est dans ce... Ouais. Oui, ça arrive, voilà. Ouais, il y a plein de degrés de pudeur, et je trouve ça super que tous les degrés de pudeur soient représentés dans l'art, quoi. Qu'il y ait des BD où les personnes qui les ont créées ne s'exposent pas du tout, et d'autres où elles s'exposent complètement. Je connais plein de lecteurs et de lectrices qui détestent Annie Ernaux, hein, qui trouvent ça, moi je m'en fous de lire sa vie, quoi. Même des femmes qui sont là, oh, moi j'ai envie qu'on parle d'autre chose que de tout ce que j'ai déjà vécu, quoi. Et c'est aussi tout à fait légitime, et respectable, oui, bien sûr. Et donc c'est bien qu'il y ait de tout, et qu'il y ait aussi des gens qui soient là pour créer des œuvres qui nous permettent de nous échapper complètement de notre quotidien et de notre expérience vécue, quoi. Voilà. Parce que finalement, parce que finalement, une œuvre, c'est pas seulement la faire, c'est aussi comment elle est reçue, et ça dépend aussi bien évidemment de vos lecteurs, de vos lectrices. Une question justement, vous les rencontrez, c'est qui sont vos lecteurs et vos lectrices? C'est difficile de dire ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, c'est voilà. Donc, ils sont gentils. Oui, j'espère bien. Non, mais moi je fais beaucoup d'autobiographies, et je trouve que ce qui est important, c'est la sincérité. Et après, il y a des choses, je pense, je sais pas toi, mais des fois que je me suis un peu censurée. Par exemple, sur ma première BD, c'était une BD sur mes colocataires, et je pense que si j'avais raconté toute la vérité, il y aurait eu beaucoup de ruptures amoureuses, beaucoup de drames. Ouais. Et tu aurais été sous les ponts aussi, surtout. J'aurais été sous les ponts. Et puis j'aurais plus le sujet de BD, puisqu'ils m'auraient viré de la coloc. Ça aurait fait 10 pages. Mais de respecter aussi les... Enfin, ça fait un peu, on est gâteau, on respecte les autres, son prochain, mais je trouve qu'il y a un truc aussi de... Respecter son prochain sans être forcément gâteau. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Je suis perturbée. Non, de protéger les proches, c'est mieux.
Ouais, prochain, ça fait tout de suite religion cadeau. Il y a un côté moral. Ouais, protéger voilà. les proches, protéger l'autre, accepter l'autre, respecter l'autre. Ouais. Voilà. Et donc, dans mes premières BD, je parlais plus de mon entourage. Et puis la troisième, qui s'appelle Moi non plus, c'est sur une rupture amoureuse que j'ai vécue, qui m'a foutu par terre. Et j'ai mis vachement de temps à l'écrire, à la synthétiser, à la dessiner. Et moi, je la voyais plus comme un témoignage, parce que c'était avec une personne hyper toxique, et un truc de témoignage plutôt que cathartique, parce que j'avais fait une thérapie en parallèle. Et enfin, moi, c'était pas une BD thérapie. Je dévie complètement la question là, non? Bon, c'est ça qui est bien, vas-y, c'est ça la liberté, vas-y. Ouais. Et donc, j'ai vraiment mis mes tripes sur la table. Et après, je me suis dit non, j'arrête de faire de la BD. C'est pour ça que j'ai fait des BD sur d'autres femmes. Et donc, les lecteurs, ça y est, c'est bien. les lecteurs et les lectrices qui viennent, par exemple, pour Moi non plus, je me souviens, c'était un festival à Besançon. Et le mec, il me dit merci d'avoir fait cette BD parce que j'ai vécu la même chose avec une femme. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je me suis dit, j'ai fait mon boulot, quoi. J'ai coché une case. Si on peut... c'est hyper cucu ce que je vais dire, mais si on peut... Non, mais assume tout. On a dit la bonheur dans les foyers, on a dit la sensualité, de la lumière, de la chaleur. C'est tout ce qui compte. Non, mais en tout cas, moi j'aime bien aller en festival et dans les librairies parce que les gens ils sont hyper bienveillants, puis c'est intimidant pour. On est dans une situation un peu bizarre, on est derrière une table, on dessine. Déjà, on dessine jamais devant les gens parce qu'on est toujours dans notre grotte, enfermée toute seule. Et là, on sort de chez nous, on voit la lumière, on est complètement aveuglés, puis il y a des gens qui nous parlent et on ne sait plus comment accorder les verbes et c'est hyper intense. Et donc, c'est des beaux échanges. Et puis voilà, ils nous disent que ce qu'ils ont pensé de nos bouquins. Il y a des gens qui m'ont dit c'est du noir et blanc, super, ça me fera un beau livre de coloriage. Ouais, c'est chouette, c'est drôle, c'est plein de bons moments. Et puis on sait aussi, on voit un peu que nos BD sont lus un peu. Ouais. C'est quand même pas mal. Bah oui, c'est ça qui compte. Finalement, se dire si au moins une personne, ça l'a touché, ça a changé sa vie, ça compte, ça paraît anodin, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est ça qui est super important. Et c'est c'est chouette. Ou les gens qui découvrent Viviane Mayer, qui connaissaient pas, puis qui viennent nous voir en disant c'est génial, je suis allée voir ces photographies. Ouais. C'est beau. Oui, les lecteurs et les lectrices sont super gentils, c'est chouette de les rencontrer et ça donne du sens à ce qu'on fait. Pour répondre à ta question, genre qui sont-ils, perso, je remarque que je suis beaucoup lue par des femmes, beaucoup lue par des personnes qui ont, en tout cas aux séances de dédicace, genre entre 30 et 50 ans. Je fais des statistiques tout à fait empiriques. Pas mal. On note. Et donc c'est chouette aussi de voir. Et alors aussi, dans mes statistiques empiriques, beaucoup de gens qui découvrent le roman graphique presque via Ne m'oublie pas, quoi. Que c'était pas un genre qu'ils connaissaient, que c'est pas forcément toujours des lecteurs assidus de BD, et qu'on leur a recommandé, ils en ont entendu parler, ils ont lu un truc et tout. Et ils se sont laissés tenter par le format, et ils viennent aussi en dédicace me dire j'ai adoré, je suis en train de découvrir le roman graphique, je fais mes premiers pas. Et donc ça c'est trop cool aussi. Nina, qu'est-ce qu'on te dit jusqu'à présent et les lecteurs que tu rencontres? J'ai beaucoup de remarques sur l'aquarelle. Ouais. Les personnes aiment bien les couleurs. Ouais. Et sinon pour l'histoire, ça c'est des remarques d'adultes. Enfin quand les enfants ils demandent aussi et comment t'as fait ça? Oui. Ah oui, c'est quoi comment tu fais pour faire les ombres, etc. C'est super intéressant, mais quand je fais les rencontres scolaires, je leur montre quand même. Je dévoile tous les secrets, mais même si on n'a pas le temps de faire d'aquarelle.
Mais Une question qui t'a scotché d'un enfant, tu te souviens de quelque chose comme ça où tu te dis ah là je peux pas répondre, là qu'est-ce qu'il me dit j'essaie de répondre à toutes leurs questions, Oui. même quand elles sont trop personnelles, comme Ouais. quand on avait fait le cercle de parole avec la prof. Il y en a un qui avait dit et ça t'est vraiment arrivé en parlant d'une scène qu'il y avait au tableau, donc c'est sur un attouchement sexuel à l'école. Et je lui avais répondu oui, et du coup il était un peu choqué, et toute la classe aussi. Mais après, la conversation elle a continué comme ça, et c'était trop chouette qu'il ait osé poser la question. Moi, j'aurais jamais fait ça, je pense. Et sinon, oui, les lecteurs, lectrices, c'est surtout, allez, je dirais de 7-8 jusqu'aux ados, et puis des personnes de notre âge aussi, enfin de mon âge, pardon. Non, si, j'adore que tu aies dit le métrage. Ça me fait tellement plaisir. Des personnes comme, oui, qui étaient ados dans les années 2010, on va dire. Et donc qui ont la référence des débuts des skyblogs, des blogs internet, etc. Et donc ça, il y a beaucoup de personnes de mon âge qui viennent et qui achètent pour la nostalgie, même si ça fait 15 ans. C'est pas vraiment de la nostalgie, c'est plus des souvenirs. Des adultes aussi, beaucoup d'hommes de 50 ans. Mais c'est cool, et ils achètent pas que pour leur nièce ou quoi. C'est souvent pour eux, ils disent ah j'aime bien les dessins. Parce que je dédicace souvent avec des hommes aussi de la maison d'édition Sarbacane. Alors là il y a un truc justement au niveau des dédicaces, moi qui me marque, hein, pour avoir été souvent dans les librairies pour les dédicaces et assister, je fais des dédicaces aussi, et pour assister aussi dans les festivals. Il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui font dédicacer que de femmes, j'ai l'impression, non ou pas? C'est chasseur de dédicaces, ça c'est un hobby typiquement masculin. Les mecs qui viennent avec leur chaise de camping, le thermos de café, qui viennent 2 heures avant, les gars qu'on voit courir à tous les JT pour l'ouverture du festival d'Angoulême où on les filme et tout, tellement c'est comme une transhumance, quoi, les animaux. Ils sont déjà là dans la librairie avant même que le temps soit là, qu'ils sont là, c'est bon, on fait déjà la queue pour, voilà, ok. Mais il y a quand même beaucoup de femmes aux dédicaces, franchement. Ça doit dépendre du bouquin, ça doit dépendre du thème, du lieu, oui, exactement. Donc voilà, mais... Non, les femmes sont là. Les femmes sont là. Mais oui, on est dans la place. Si je peux me permettre, c'est plutôt des questions de catégorie de classe sociale, j'ai l'impression. On est souvent sur le même, je pense, budget de parents. Parce que, par exemple, pour les pissenlits, on est quand même à 22 €. Donc, clairement, pour acheter déjà le 1 puis le 2, il faut quand même avoir un bon revenu, je pense, et pour acheter aussi à ses enfants. Donc, c'est pour ça que les bibliothèques sont hyper importantes pour les revenus plus faibles dans les foyers. Mais oui, parce qu'effectivement, il y a aussi une profusion de BD, de romans graphiques qui sont absolument passionnants. On ne peut pas tous les acheter. Non, mais c'est vrai que c'est aussi un budget et c'est super important aussi de le dire. Donc, le fait d'aller dans les bibliothèques, ça, c'est un truc qu'il faudrait aussi peut-être développer aussi pour les rencontres. Enfin, ça se fait beaucoup déjà. Oui, dans les bibliothèques. Mais on voit clairement dans des... on parlait de lieux, de festivals. Suivant les festivals, suivant les villes, on n'est clairement pas sur les mêmes budgets. Et donc forcément, ma BD, elle se vend beaucoup moins bien dans un lieu où les gens ont moins d'argent, juste. Le salaire moyen, il est plus faible. Donc c'est plus une question de classe sociale que de genre, j'ai l'impression. Par rapport à mon lectorat. D'accord. Oui, Lionel. Excusez-moi de vous interrompre, je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Bon, alors j'ai un petit peu oublié ma question entre temps, mais je sais ce que ça parlait, c'était sur la gestion du happy end, en fait. Sur comment est-ce que vous voguez, surtout alors dans les récits d'autofiction, et c'est là, j'ai pas la fin, mais, mais c'est vraiment, en fait, comment vous gérez ça entre, par exemple, montrer des situations difficiles et finir en drame pour montrer vraiment l'impact de ces situations-là, ou alors absolument finir vers des happy end pour montrer un espoir. Voilà, je suis très gênée et j'ai pas la fin de la question. Merci.
Alors, pour moi non plus, donc la bande dessinée sur la rupture amoureuse, en fait c'est une reconstruction après une rupture amoureuse, c'est ça. J'avais pas envie de faire une fin où je rencontre quelqu'un d'autre, c'est génial, je repars dans une relation amoureuse. Je voulais juste montrer que je me suis sortie de ça, aidée par des amis, aidée par une thérapeute, aidée par moi-même aussi, mais pas de me sortir de ça avec quelqu'un d'autre. Donc c'est happy end un peu mélancolique encore, un peu triste quand même. Enfin, non, mais positive aussi. Et j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle De l'autre côté à Montréal, sur laquelle pendant laquelle je raconte une résidence que j'ai faite dans un atelier d'auteurs et d'autrices au Québec, donc à Montréal. Et la fin, je raconte que j'ai chopé la gale et que je trouve pas les bons médicaments et tout ça. Depuis, je l'ai plus parce que ça fait 10 ans, donc heureusement. Mais c'est pas une happy end. En fait, je pense que c'est pas obligé que des bandes dessinées terminent sur des fins heureuses. L'épopée infernale, donc la BD dont vous êtes l'héroïne, il y a 5 fins positives et 13 négatives. Bon, voilà. Ouais. Donc, je sais pas si une auto-fiction, auto-bio doit forcément se terminer sur un truc positif. Je crois que c'est une question de tempérament de l'auteur ou de l'autrice, quoi. Moi, je suis éternel optimiste, donc... Mais finalement, en fait, peu importe la situation, tu vois, tu disais à la fin de Moi non plus, je finis pas en couple. Est-ce que c'est positif ou négatif en soi En fait, le verre, il est rempli à 50% et on choisit, est-ce qu'on raconte ça avec genre trop heureux ou trop triste, donc ça, c'est vraiment une question de tempérament. C'est aussi intéressant de ne pas cliver et de se dire, ok, dans la vie, il y a des choses négatives et puis il y a aussi des choses positives, surtout, je parle encore de mon livre, mais je suis là pour ça. À l'adolescence, il arrive plein de choses, il arrive plein de drames, et en fait, c'est juste des petites parties de la vie de la personne. Et donc, à la fin, j'ai l'impression que des fois, c'est ni positif ni négatif, c'est juste la vie comme elle est. Et après, suivant comment on lit l'histoire, dans quel mood on est, peut-être qu'on va trouver que c'est plus positif. Mais je ne fais pas mourir mes personnages. Je trouve que le happy end, c'est que le livre existe. D'autres questions encore? Il reste encore un petit peu de temps, non? Merci. Merci. Vous parliez en début de table ronde de la bande dessinée Lou, qui a été faite par un auteur. Est-ce que vous-même, vous envisagez de faire une bande dessinée dont le personnage principal serait masculin? Ou au contraire, est-ce que c'est important pour vous d'avoir des héroïnes justement parce qu'il en manque dans la bande dessinée? Moi, pas du tout. Je préfère dessiner des femmes. Ouais, je sais pas si c'est plus facile. Ah ouais, la morphologie. J'ai pas, tu vois, j'ai un copain là qui s'appelle Gilles Rochier. Il dessine que des potes à lui en banlieue et il s'en sort super bien. Il dessine pas très bien les nanas. Et quand j'ai adapté le livre de Tania de Montagne, donc Noir, la vie, méconnue de Colette Colvin, à la base, elle lui avait dit à lui, et il avait dit: ah non, je sais pas du tout dessiner les femmes, je vais pas faire cette BD, fais-la. Et je sais pas, moi j'aime bien dessiner des personnages féminins, des héroïnes, parce qu'encore une fois, il y en a jamais assez. C'est pas dans mes projets à court terme de créer un personnage qui soit masculin, même si je l'ai fait par le passé, mais par contre je défends très fort le fait qu'on puisse raconter des personnages qui sont pas exactement comme nous. Je trouve ça cool que des hommes créent des personnages féminins, je trouve ça cool que des femmes créent des personnages masculins.
à condition que ce soit des personnages qui soient pleins de facettes et de subtilités, qui alimentent pas les clichés, c'est une bonne chose. Et je sais que parfois, on peut, dans certains débats, il y a cette dérive de dire on ne peut parler que de sa propre expérience. Je trouve ça tristement limitant et je crois que c'est réducteur, et c'est important aussi de soutenir la capacité d'empathie des gens, la capacité de se projeter en tant que créateur et en tant que lecteur aussi. Ce sera quoi après la prochaine étape? On ne peut plus lire que des histoires aussi qui nous concernent. Donc il faut que tout soit pour eux, et que plus les gens se mélangent, mieux on se porte, je pense. Donc pourquoi pas écrire un personnage masculin? En fait, je choisis pas ce que j'écris, ça vient à moi. Donc moi, j'arrive pas à dessiner les garçons, mais ils sont tout le temps à la même tête. Mais ça va, mon éditrice, elle a rien dit. Pourtant, ça se voit, ils se ressemblent tous, ils sont tous filiformes avec des chemises et des pantalons à revers. Un peu ennuyant. Parfois, ils ont des moustaches comme ça change. Mais donc, j'ai un peu du mal à dessiner les garçons. Et il y a des enfants garçons dans les pissenlits et la mousse. Et la mousse, il y en a, enfin ça va, j'ai réussi à les dessiner parce qu'ils sont fidèles à ceux qui existaient pour de vrai. C'est leur. Ils se reconnaîtront, mais j'ai changé les noms quand même. Et moi, si je dessine des hommes ou des garçons, c'est des figurants dans la BD. Des figurants, oui. Bah oui, pardon. En 2 mots, des, plus loin, figurants. Ah oui, voilà. Parce que je disais, tiens, des figurants. Voilà. Je cherchais là, voilà, c'est pour ça. Une dernière question, peut-être? Non. Voilà. Non. Un dernier mot de conclusion? Vous avez la parole. Vive la bande dessinée et vive les autrices. Non mais genre vraiment, c'est trop bien de voir aujourd'hui la variété que ça apporte au médium bande dessinée, à quel point ça soutient sa vitalité, sa vivacité, sa variété, et il n'y a que comme ça qu'un art peut continuer à évoluer, à perdurer, à gagner en lectorat. Et je pense que c'est très intéressant ce que tu as souligné, Nina, aussi, mais de continuer à aussi conquérir des lectorats d'autres milieux sociaux et d'autres milieux culturels. Donc voilà, parce que objectivement la BD est un médium qui est vecteur de plein de choses très très positives. C'est une manière de raconter qui est quand même très très accessible, y compris pour des gens que la littérature blanche rebute ou effraie ou ennuie. Donc voilà. Nina, un petit mot de la fin. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Ce serait bien qu'un jour on soit payé plus et que les livres soient moins chers. Comme voilà. Ça mettrait tout le monde d'accord. Voilà. Sinon, vive les bibliothèques. Voilà. Émilie. Non, c'est bien ce que vous avez dit. Merci d'être venu. Ouais. Merci pour les questions. Merci à l'Alliance française. Oui, merci à l'Alliance française, à Violaine Dupic et à Jenny Jousset qui ont organisé cette rencontre. Et merci à tous les trois. Merci. Merci.